Bonjour à tous, merci pour votre participation. Nous allons démarrer. Je suis ravi de contribuer à l'animation de ce webinaire sur un sujet d'actualité, la facturation électronique. En introduction, comme vous pouvez le voir, l'objectif de ce webinaire, ce n'est pas de parler des enjeux de la réforme française, qui sont déjà normalement bien connus, mais c'est d'offrir un REX sur un déploiement qui a déjà été effectué au sein de la société GL Events avec le déploiement Belgique à début 2026. Donc vraiment, l'objectif de ce séminaire, c'est de donner des bonnes pratiques, des défis, de les partager dans l'optique de la mise en place de la réforme française. Avant de rentrer dans le concret, première parenthèse pour vous présenter les personnes qui vont co-animer ce webinaire avec moi au nombre de deux. Géraldine, Marianne, je vous laisse peut-être rapidement vous présenter, nous parler en quelques mots de GL Events et votre rôle au sein du projet. Bonjour à tous, donc je suis Géraldine Méa, je suis directrice active finance et transverse pour le groupe GL Events. GL Events qui est un acteur international de référence dans le monde de l'événementiel. On organise des salons, on gère des sites, on fournit des services pour livrer nos différents événements. Dans le cadre de ce projet e-invoicing, mon rôle a été de faire le lien entre les métiers et l'IT. J'ai accompagné les opérationnels pour mettre en place des solutions adaptées, efficaces et bien sûr conformes à la réforme. Et bonjour à toutes et à tous, je suis Marianne Bosque et je pilote les programmes IT au sein de la DSI du groupe GL Events depuis plusieurs années. Et dans le cadre du programme Invoicing, j'orchestre l'ensemble des projets IT à adresser pour mettre en œuvre la réforme. Donc toute la coordination des équipes internes et de nos partenaires, la définition des choix structurants et l'anticipation des risques pour garantir une trajectoire maîtrisée. Et je suis ravie d'avoir répondu à l'invitation de Guillaume pour co-animer ce webinaire avec toi, Géraldine, même si ce n'est pas un exercice auquel nous sommes vraiment habitués. Ça va bien se passer. Merci Marianne. Rapidement pour me présenter, donc Guillaume Matricon, je suis directeur finance SAP au sein du cabinet de conseil Inline qui travaille sur l'accompagnement de clients dans leurs projets de transformation digitaux. Et au sein du projet, j'étais intégrateur fonctionnel sur un des SI métiers SAP qui est aussi l'outil de comptabilité. On a fait le tour de table. Deuxième parenthèse, avant vraiment de démarrer ce webinaire administratif, celle-ci, on va essayer de parler pendant 35 minutes maximum. La durée du webinaire est de 45 minutes. On laissera 10-15 minutes pour les questions. Vous avez votre icône en haut à droite pour les poser via chat uniquement. On essaiera d'y répondre de la meilleure des façons. Et puis, deux autres informations pour celles et ceux qui ne pourraient pas rester avec nous jusqu'au bout. Un replay sera disponible à la fin de ce webinaire rapidement. Et si vous souhaitez être recontacté par Marianne, Géraldine ou moi, vous avez une petite icône en bas de votre écran qui permet de notifier que vous souhaitez discuter avec nous plus en profondeur de ce sujet-là. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vous propose de passer au webinaire plus en détail avec l'agenda pour commencer, qu'on a articulé autour de trois parties. Une première partie, on va rappeler le contexte européen dans lequel la réforme française s'inscrit. Ensuite, les parties 2 et les parties 3 seront vraiment le cœur de notre webinaire. On va rentrer dans les coulisses du programme GL Event, comment la réforme à la fois belge et française a été instruite, quelles ont été les décisions clés, pour enfin partager un premier bilan, un REX, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie belge, avec ce Go Live en 2026, avec l'optique de vous partager 2-3 bonnes pratiques, in fine, qui peuvent être mises en place dans le cadre du déploiement de la réforme française de votre côté. Première partie, la réforme française, elle s'inscrit dans une démarche européenne qui s'appelle VIDA, VAT in the Digital Age. Donc, c'est un ensemble de réformes qui ont été introduites par la Commission européenne à partir des années 2020, de manière à faire passer le système de déclaration de TVA à l'ère numérique. Cette réforme, elle s'applique autour de 3 piliers qu'on vous a listés sur la droite de la slide. Je vais pas rentrer dans le détail. Plutôt pour vous montrer les enjeux de cette réforme, on vous a partagé ici quelques KPI, quelques chiffres clés, et je vais me concentrer sur les 2 premiers indicateurs. Le premier, le 6 à 12 milliards, provient de la dernière conférence qui a été organisée par la DGFiP le 25 février dernier, si je ne dis pas de bêtises, où il estimait que le manque à gagner pour la France par an, en termes de déclaration de TVA, est compris entre 6 à 12 milliards. Donc, c'est un chiffre que la DGFiP, une fois que la réforme elle sera
effective et bien mise en place, espère rattraper ce manque à gagner là par an. Donc on ne parle pas de 2026, mais là on est plus à horizon 2028-2030, une fois que vraiment la réforme sera bien mise en place. Le deuxième chiffre sur lequel je voulais insister, c'est celui au milieu à droite, là, les 5 à 10 fois moins cher, qui provient de la Commission européenne en 2020, cette fois-ci, où elle estimait que le coût de traitement d'une facture est 5 à 10 fois moins cher entre une facture électronique et une facture papier ou PDF. Tout ça pour dire, à travers ces deux indicateurs, qu'il y a effectivement un enjeu financier dans le cadre de ces mises en place de réformes de facturation électronique, mais il y a un pendant opérationnel pour les entreprises en termes d'efficacité et optimisation des processus. Dernière partie dans le cadre de cette introduction, une démarche européenne, oui, mais la facturation électronique, elle s'implémente de manière différente suivant les pays au sein de l'Union et même au sein des pays. D'accord, on a des différences en termes de planning, on a des différences en termes de plateforme sur lesquelles envoyer nos factures, on a des différences en termes de format, de champs obligatoires, de champs optionnels. Pour illustrer ce point-là, on a quelques collègues ou cabinets comme Sovos qui parlent de la réforme électronique comme un Rubik's. On a un cadre, effectivement, mais on a tout un patchwork avec des petites couleurs différentes concernant la mise en œuvre et les attendus. On vous a listé 2-3 exemples sur la slide. Si je fais un petit zoom sur le premier, la Pologne, par exemple, entre les factures B2B, où la plateforme est une plateforme nationale, le KSEF, alors que sur la partie facture B2G, on passe par la plateforme PayPal. Et de la même façon, entre la France et la Belgique, qui reviendra plus tard, Géraldine, on a des différences sur le périmètre au-delà du planning, avec le cycle de vie ou le e-reporting. Voilà pour la petite, entre guillemets, mise en bouche pour introduire le sujet. Je vous propose maintenant vraiment de rentrer dans le cœur de ce webinaire avec la manière dont le sujet a été instruit côté JL Events. Et Géraldine, tu vas commencer par nous faire un petit zoom chronologique. Merci Guillaume. Je vous propose de revenir rapidement sur notre trajectoire de manière très concrète et chronologique. Comment nous avons abordé cette réforme au sein du groupe JL Events. En 2023, tout d'abord, on a voulu comprendre et cadrer cette fameuse réforme. On est dans une phase d'exploration, la réforme est complexe, elle évolue régulièrement et il est difficile d'en mesurer immédiatement tous les impacts. On lance une pré-étude de cadrage pour analyser les effets sur nos principaux processus. Et dans notre cas, on a un facteur supplémentaire, on a une richesse assez élevée de notre écosystème. On a plusieurs métiers, comme je pouvais vous le dire tout à l'heure dans la présentation du groupe. On a plusieurs systèmes d'information, on a des modèles de facturation également assez hétérogènes et on a des organisations associées à tout ça qui sont très diverses et variées. Résultat, on s'est vite rendu compte qu'on allait avoir beaucoup de cas à traiter et une complexité démultipliée. Très vite, on a pris un peu de recul et on s'est dit, ça ne sera pas qu'un projet IT finalement, cette réforme du invoicing, ce sera plutôt un projet métier transverse avec des impacts organisationnels forts et à l'échelle de notre groupe. Ensuite, sur 2024, on change clairement de dimension. On cherche à se structurer, on va identifier nos différents enjeux clés et on commence à prendre des décisions structurantes comme le choix de notre plateforme. Concrètement, comment ça s'illustre? On a lancé un RFI, puis un RFP pour sélectionner notre solution. En parallèle, on a essayé d'embarquer aussi très progressivement et assez tôt aussi nos métiers. On a organisé des ateliers, on a cartographié nos cas d'usage, on a analysé les volumétries associées à ces cas d'usage. Ça nous a permis de pouvoir sortir des priorisations de sujets. Avec encore une fois un objectif assez clair de construire une trajectoire de déploiement progressive, réaliste et alignée avec nos opérations. On s'est également appuyé sur une gouvernance dédiée avec des référents et des key users pour ancrer vraiment ce projet-là au plus près du terrain. Ensuite, sur 2025, on est passé à l'action. On est vraiment rentré dans la phase de mise en œuvre de notre e-invoicing. Notre outil, notre plateforme a été choisie, nos équipes sont restées encore une fois bien mobilisées et notre projet est enfin devenu plus concret. On a préparé un déploiement pilote en Belgique en se basant sur les exigences de la réforme française. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. L'idée était de tester en conditions réelles, d'ajuster nos processus, de sécuriser également nos choix et également d'embarquer les équipes data sur la mise en conformité de nos référentiels clients et fournisseurs.
On travaille toujours aussi en profondeur sur nos organisations, nos processus, avec une très forte implication de populations très clés. Je pense par exemple à nos ADV, à nos acheteurs, à nos comptables, et on a eu également un sponsor très fort de toute la partie direction financière et fiscale. En 2026, on a pu déployer et surtout, on n'est plus dans la projection. Ça devient vraiment une réalité opérationnelle. Voilà comment on en est arrivé là. On a posé notre cadre. Maintenant, je vais laisser la parole à Marianne qui va vous parler des décisions clés. Et du coup, en parallèle de cette démarche, effectivement, nous avons construit notre stratégie autour de 3 décisions structurantes. La première, si j'ai bien suivi le rappel chronologique qu'a fait Géraldine, c'est que tu as attendu, Marianne, que la réforme elle soit finalisée, toute prête et la peinture sèche pour adresser le sujet, on est d'accord? Alors, pas du tout, Guillaume, tu t'en doutes, sinon nous n'aurions toujours pas commencé, je pense. Donc, c'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons décidé d'avancer dès que possible et sans attendre des spécifications définitives de la réforme, ni même d'avoir choisi notre plateforme agréée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès début 2024, dès que les premières spécifications de la DGFiP ont été publiées, nous nous les sommes appropriées et nous avons réalisé un gap analysis entre les données attendues pour la production des factures conformes et les données qui étaient à disposition dans nos ERP de facturation de vente. Et donc, ça nous a permis déjà de voir l'écart et l'effort que nous devrions produire pour chacun de nos ERP. Comme Géraldine l'a indiqué tout à l'heure, nous avons un système hétéroclite avec de nombreux ERP de vente. Et on s'est concentré par contre sur le cas nominal de la France, donc sans rentrer dans tous les cas d'usage qui sont nombreux pour la réforme française, et en regardant déjà qu'est-ce qui était concerné chez nous. Tu vas nous reparler plus en détail après, effectivement, des choix de solutions et comment la réforme elle était adressée. Mais un autre pilier sur lequel tu voulais insister, c'est sur le fait de garder la maîtrise en interne, s'appuyer déjà sur les outils que vous aviez chez vous pour adresser la réforme. Tout à fait. C'est une décision importante et structurante et qu'on ne regrette pas de garder toute la maîtrise en interne de la production des factures, en allant même jusqu'à la production du fichier XML structuré au format de la réforme. Ce choix, il nous a apporté de nombreux avantages. Les principaux, c'est l'autonomie complète sur les règles de gestion métier qui sont toujours adressées par nos ERP de vente qui sont spécifiques à chacun de nos métiers. On a aussi on s'est ainsi rendu autonome par rapport au choix de l'APA. Donc, on a pu avancer en parallèle de ce choix et ne pas être lié, dépendant d'un format propriétaire proposé par notre PA. Et enfin, ça nous a conduit à une mise en œuvre beaucoup plus rapide, avec moins d'ajustements et moins de bugs. Et demain aussi, ça nous permettra d'adresser des évolutions, soit de nos métiers, soit de nos ERP, beaucoup plus facilement, puisque nous pouvons, en restant bien sûr dans le cadre du fichier structuré, nous pouvons rajouter des données comme en fonction de nos besoins. Et pour y parvenir, nous nous sommes appuyés, nous avions la chance dans notre système d'information chez GL Events d'avoir un middleware qui était déjà en place et qui assure toute l'interopérabilité au sein de notre système d'information et qui nous gère aussi les transcodifications lorsque nécessaire. Et donc, ça permet d'adresser ces sujets sans faire des évolutions complexes et coûteuses sur nos différents ERP. Ça, c'était effectivement le deuxième choix. Et le troisième, en termes de stratégie de déploiement, c'est la manière dont vous voulez effectuer votre Go Live. Et là, c'est pareil, il y a une erreur sur la slide, vous avez choisi de faire un Big Bang sans anticipation.
Alors pas du tout, nous sommes restés prudents chez GL Events. Alors à la fois parce que on adresse des sociétés qui ne sont pas concernées par la réforme selon le même calendrier. On avait déjà 2 pays adressés, la Belgique et la France. Donc notre stratégie, ça a été vraiment d'opter pour un déploiement progressif sur les sociétés du groupe et en tenant compte des obligations locales de ces sociétés. Donc la première chose, c'est que nous avons d'abord défini un corps modèle Invoicing France sur le cas nominal, comme je le disais tout à l'heure, et qui répond déjà qui est déjà très exigeant et complet par rapport à l'ensemble des réformes européennes. Donc on y a intégré une localisation pays et ensuite on a de ce fait pu l'adapter très facilement sur la partie Belgique et tester ainsi la robustesse sur notre déploiement belge début janvier 2026. Et maintenant, donc, nous sommes dans la phase d'enrichissement de notre corps modèle France pour adresser les autres volets de la réforme française qui sont bien spécifiques, comme l'adressage de nos factures via l'annuaire PPF, la gestion des cycles de vie et bien sûr le e-reporting. Et donc, on a pour objectif de, encore une fois, déployer ce corps modèle France de manière progressive, d'abord sur des sociétés pilotes françaises, donc à l'été 2026, dont nos 4 ETI, puisque nous avons 4 ETI dans le groupe, et ensuite de poursuivre le déploiement une fois ce premier pilote validé. Merci beaucoup, Marianne. Avant de te redonner la parole un peu plus tard, où tu nous feras une belle analogie avec Anna pour nous expliquer les choix de design globaux, Géraldine, je vais te redonner la parole tout à l'heure, quand tu nous as fait un petit peu ton zoom chronologique. Tu as insisté sur le fait de se dire, OK, très tôt, on s'est aperçu chez GL que la réforme, c'était un projet global. Et donc, vous en êtes vraiment servi, au-delà de répondre aux aspects obligatoires, mais comme un vrai levier de transformation au sein du groupe. Et tu vas nous en dire un peu plus avec des exemples concrets sur cette partie levier de transformation tout de suite. Oui, en effet, comme tu le dis, Guillaume, on a vraiment perçu cette réforme assez vite comme n'étant pas une contrainte, mais plus comme un axe d'évolution pour nous, et elle s'est traduite en 3 parties. On a tout d'abord harmonisé nos outils et notre paysage applicatif. Encore une fois, on a voulu simplifier et clarifier, simplifier les processus pour le métier, clarifier ce qui fait partie de la réforme, ce qui n'en fait pas partie. Surtout aussi intégrer un élément clé qui devient la plateforme, qui est un point central de la gestion de nos flux, où on passe finalement d'un fonctionnement très éclaté chez GL à un dispositif un peu plus structuré avec un point d'entrée unique par cette plateforme. Une fois l'harmonisation des outils, la plateforme en place, on s'est attaqué au processus de vente. Là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je le disais tout à l'heure, on avait beaucoup de systèmes d'information, beaucoup de manières de faire nos ventes de façon assez hétérogène. On a décidé de généraliser l'utilisation de nos outils de vente. Par exemple, dans certaines filiales, on pouvait encore faire des factures sur du Excel, du Word, et ou sur des outils non adaptés. On a fait un choix de passer ces sociétés-là sur le module SAP SD, par exemple, avec un objectif très clair, 0 facturation hors outil, même pour des faibles volumes. Vous me diriez pourquoi? Tout simplement pour garantir la traçabilité et puis bien évidemment la conformité et de pouvoir se mettre aux normes par rapport à la réforme. En parallèle, comme je disais déjà tout à l'heure, on harmonise des pratiques à l'échelle du groupe. Concrètement, qu'est-ce que ça représente? On s'est aligné sur des sujets très opérationnels. On a décidé d'avoir des mêmes types de documents. On a parlé de la gestion des avoirs internes, des notes de crédit, ou encore on a mis des règles de gestion sur les champs obligatoires. On a même poussé, je vais vous parler de l'exemple sur la gestion des remises, qui est maintenant très structurée par la réforme. Et bien nous, on a essayé aussi d'aller un peu plus loin pour qu'elle soit aussi lisible par nos clients. Avec les processus de vente alignés, standardisés, le dernier axe, ça a été de faire évoluer nos organisations pour accompagner ce changement.
L'adaptation de l'organisation, c'est souvent la partie qu'on pourrait trouver la plus critique et pourtant elle est très clé. On a vu émerger un nouveau métier, le support TMA, pour accompagner nos équipes aussi bien dans la durée du projet, mais également sur la partie post-go live. On prévoit aussi, on a l'ambition un peu plus large aussi de pouvoir encore une fois profiter de cette réforme et de notre PA pour améliorer notre efficacité globale en prévoyant par exemple des connexions dans nos outils de gestion de clients ou de relance. Côté achat aussi, on a fait un gros travail sur la partie dématérialisation des factures. On utilise actuellement l'outil Vim SAP et on a créé des nouvelles exceptions. Typiquement, fournisseur à payer différent du fournisseur qui nous a fait la vente. On a géré aussi des exceptions comme retenue de garantie ou encore erreur de canal. Typiquement, c'est quand notre fournisseur nous envoie encore sa facture par mail au lieu de passer par la plateforme. Autre changement qu'on pourrait aussi trouver très structurant, on a pris le parti d'émettre nos lisibles de factures que depuis notre plateforme agréée. Ça signifie que dans tous nos ERP métiers ainsi que SAP, nous ne générons plus l'image de la facture. Elle sera vraiment liée et faite depuis notre PA. Et enfin, dernier enjeu, la conformité de nos partenaires. Nous avons été accompagnés par nos commerciaux, nos ADV, nos acheteurs, pour embarquer aussi progressivement nos partenaires, que ce soit nos clients ou nos fournisseurs, pour s'assurer qu'ils soient bien aussi dans une mise en conformité face à la réforme pour recevoir nos factures. Au final, ce qu'on peut voir très clairement, c'est que la réforme nous pousse à nous structurer, à nous harmoniser et à gagner en efficacité. Et surtout, on ne fait pas que répondre à une obligation, on en profite pour transformer durablement nos pratiques. On a harmonisé, comme je vous le disais, nos outils, standardisé nos processus, après les traduire dans nos systèmes d'information, ça c'est un vrai défi. Et Marianne va vous les présenter. Nous avons fait 3 choix forts pour gérer ce design-là. Je te laisse la parole, Marianne. Alors, comme je l'ai évoqué plus tôt, nous avons fait le choix de garder la maîtrise en interne de la production de nos factures de vente en transmettant à notre plateforme agréée un fichier XML structuré directement au format de la réforme. Pour autant, c'est un choix qu'il faut pouvoir assumer parce que la réalité, c'est que nous avons donc un certain nombre de systèmes ERP qui génèrent des factures de vente pour chacun de nos métiers avec des spécificités bien particulières. Et ces systèmes, ils sont aussi des technologies différentes, des capacités d'évolution très variables. Et on voulait donc qu'ils conservent toute le bénéfice métier, on va dire, sans les alourdir et sans les complexifier pour produire un format standard qui est quand même, somme toute, très, très complet. Et à l'inverse, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on dispose d'un middleware robuste qui est capable de produire des formats standards et unifiés à destination de notre PA. Et donc, nous avons décidé de construire notre architecture sur ce qu'on peut représenter comme un arbre. Donc, c'est le schéma qu'on vous a fait sur cette slide, avec donc en bas les racines de notre arbre. Ce sont nos différents ERP de vente qui vont produire donc les factures de vente avec l'ensemble des données conformes et les extraire sur un format commun, simple et identique pour l'ensemble du groupe. Donc, toutes ces racines, on va dire, convergent vers un seul point unique et commun que nous avons designé. L'avantage, donc, déjà à ce niveau-là, c'est qu'on peut rajouter de nouvelles racines si nous avons des nouveaux métiers qui intègrent le groupe ou de nouvelles sociétés. On peut facilement adapter ce système et l'élargir. Ensuite, donc, toutes ces racines convergent vers le tronc, notre middleware, qui lui récupère les données, donc avec un format déjà
uniformisé entre tous nos systèmes et qui va, lui, générer le fichier XML final au format standard de la réforme, en tenant compte, bien sûr, des contraintes locales de la société émettrice, donc du pays. Nous avons fait le choix d'utiliser un format UBL pour transmettre nos factures. Ce format, pourquoi ce choix? Parce qu'il est déjà standard et conforme dans plusieurs pays européens, dont la France et la Belgique. Et donc, il nous semblait un des formats, on va dire, les plus pérennes dans le temps par rapport à la réforme. Et donc notre middleware produit ce fichier XML et le met à disposition de notre PA. On a des échanges avec notre plateforme agréée, soit en API, soit en SFTP. Et enfin, donc notre plateforme agréée, elle, va nous distribuer nos documents, donc avec les différentes branches, donc soit pour les factures qui concernent des clients assujettis donc aux PA partenaires qui ont été choisis par nos clients, soit par mail pour les clients hors réforme, puisque nous avons aussi fait le choix donc de n'avoir qu'un seul process de gestion des factures, que ça soit des factures réforme ou hors réforme. Elles sont toutes transmises à notre PA qui se charge de ensuite les distribuer selon le canal de nos clients. Et enfin, bien sûr, notre PA assure la conformité et les échanges réglementaires avec la PPF pour la France. Et ce schéma donc du bas vers le haut pour les factures de vente, eh bien, on a exactement la symétrie pour les factures d'achat, mais du haut vers le bas, puisque là, ce sont nos fournisseurs qui, via leur plateforme, transmettent à notre PA les factures structurées pour les fournisseurs réforme. Et pour les fournisseurs internationaux hors réforme, eh bien, on continue à recevoir nos factures par email sur l'APA, qui ensuite va nous générer cette fois un fichier XML au même format que le fichier XML de vente que nous lui avons mis à disposition. Donc c'est exactement le même format, XML UBL, et ensuite notre middleware récupère ces fichiers et va les transmettre à nos différents systèmes d'information pour traitement côté achat. Et je vais maintenant laisser la parole à Guillaume qui va vous présenter plus en détail le choix technique réalisé sur SAP, qui est à la fois donc un ERP de vente et aussi notre ERP comptable. Merci Marianne pour le passage de relais. Alors effectivement, dans le choix de solutions et de design global qu'a mentionné Marianne, je vous propose de faire un petit zoom sur SAP. Et la manière dont on a construit la solution dans SAP, dans le cadre encore une fois de ces choix de design, ça a été articulé autour de 3 principes directeurs. Je me concentre d'abord sur la première image du podium au centre de votre écran. Le premier principe directeur, ça a été de se dire on ne veut pas impacter le processus de facture, la création de la facture. On ne veut pas d'action manuelle. Pourquoi? Parce qu'on voulait automatiser ce process-là via des jobs. Donc, tous les ajustements qu'on a pu faire, ils ont été soit en amont, dans le cadre de la prise de commande de vente, où on a ajusté, on a harmonisé, pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, Géraldine, la gestion des textes, notamment pour le mapping, ou après, avec du monitoring, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, vraiment, pas d'impact sur le processus de création de facture en soi. Le deuxième principe directeur, deuxième marge du podium à gauche de votre écran, ça a été de construire une solution flexible avec une volonté less is more. Less is more, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a anticipé la maintenance et l'évolutivité de la solution pour limiter le nombre d'objets, le nombre de tables de transcodification. Pour donner deux exemples concrets, le premier, ça a été dans nos tables de transcodification d'introduire la clé pays pour gérer la transcodification vers les méthodes de paiement, vers les codes liés à la facturation, les fameux 380, 381, ce qui nous permet demain, si on doit rajouter un autre pays, je vais réutiliser la même table. Je ne vais pas reconstruire une autre table par pays. Et puis le deuxième point, par rapport à la stratégie de déploiement dont parlait Marianne tout à l'heure, on a des pilotes, donc on a mis en place des variables qui nous permettent d'ajouter du périmètre en fonction de la stratégie de déploiement et de ce qu'on voulait faire.
Dernier principe directeur, troisième marge du podium en bas à droite, qui a été un peu aussi le fil conducteur de notre conception de solutions dans SAP, c'est de garder en tête la partie performance. On ne voulait pas alourdir le système, et on voulait avoir un temps de traitement qui est optimum. Pour ça, on s'est appuyé sur deux choses. Un, les bonnes pratiques SAP, pour la mise à disposition des données auprès de talents, on ne génère pas de fichiers. On a mis en place un service OData au format JSON, donc c'est talent qui vient pocher l'information dans SAP, et on n'a pas la génération d'un fichier et on voit aussi. Et puis le deuxième point qu'on a mis en place, c'est de mettre un traitement semi-automatique avec des jobs toutes les 30 minutes en s'appuyant sur l'eurodatage. Et s'appuyer sur l'eurodatage, ça nous a permis en fait de traiter uniquement les factures, si je prends l'exemple de vente, qui ont été créées en delta par rapport à la dernière exécution, de manière à ne pas rescanner toute la base, entre guillemets, ad vitam aeternam. Donc voilà les trois principes directeurs sur lesquels on s'est appuyé. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de ce webinaire avec le REX, comme je l'ai dit en introduction de ce meeting, où Géraldine, tu vas nous, avant de rentrer un petit peu sur les défis et les bonnes pratiques, tu vas nous donner quelques chiffres et nous rappeler rapidement la différence entre la réforme belge et la réforme française. Oui, alors tout d'abord, sur la Belgique, on a fait un choix assez clair dès le départ. Comme le disait tout à l'heure Marianne, nous nous sommes appuyés sur les exigences de la réforme française pour structurer notre déploiement. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cadre belge, lui, est beaucoup plus léger. On s'en est vraiment servi comme un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation à plus petite échelle pour tester nos flux, nos processus et aussi la prise en main de cette nouvelle plateforme. Résultat, on a appris, on ajuste et ça nous permet d'anticiper la suite pour la France. Attention, quelques spécificités côté belge. Comme je vous le disais, c'est pas vraiment la même réforme. On n'a pas de e-reporting en Belgique, on n'a pas de gestion de cycle de vie de la facture, donc on est vraiment sur un dispositif beaucoup plus simple. Autre différence, l'identification de nos entreprises. Les Belges, l'identification repose sur le KBO, ce qui serait l'équivalent du SIREN pour les sociétés françaises. Et on ne passe pas par la PPF, mais plutôt par un réseau PayPal, qui est une infrastructure principale pour les différents échanges de factures. Côté déploiement, le pays belge, lui, a choisi de faire un déploiement en mode Big Bang, avec un go live au 1er janvier 2026 et en autorisant une tolérance de 3 mois. Et chez nous, comment ça s'est traduit ? Techniquement, on a été prêt à mettre en production dès le 7 janvier. Et aujourd'hui, avec presque 2 mois et demi de recul, ça donne quoi ? Ça donne que nous avons pu mettre à disposition dans notre PA 534 factures de vente. On a récupéré 784 factures achats et on a un volume très limité des rejets. On a eu 13 factures de vente rejetées à date, principalement liées à une non-conformité, à un non-enregistrement de nos clients sur PayPal. Et pour gérer ça, bien évidemment, on a mis en place une solution de contournement pendant cette période de tolérance et pour continuer à adresser nos factures auprès de nos clients et bien sûr maintenir notre activité. Ce qu'on peut retenir de ce déploiement, c'est que la Belgique nous sert vraiment de pilote. Elle a sécurisé, elle continue à sécuriser nos choix. Ça nous permet d'arriver beaucoup plus solide sur cette réforme française. Et je vous avoue que ça n'a pas été de tout repos. Et Marianne va justement vous parler des défis que nous avons justement rencontrés pour mettre tout ça en place. Merci Géraldine. Donc effectivement, pour mener à bien ce déploiement sur la Belgique, on a su relever 3 grands défis. Donc le premier, c'était de gérer rapidement les impacts organisationnels. Et par exemple, nous avons accompagné les équipes facturation dans les grands changements induits par la réforme. Et parmi eux, un des gros changements, c'est que dès qu'une facture est émise dans notre ERP, elle est transmise à l'APA et donc envoyée au client si elle est conforme. Ça, c'est un vrai changement pour les équipes de facturation puisqu'elles pouvaient auparavant garder la facture, émettre la facture, émettre un avoir et envoyer que la facture finalement corrective. Donc, c'est un vrai changement dans la façon de faire et l'organisation.
Et puis, on a aussi attaché une importance toute particulière à la qualification rigoureuse des partenaires pour garantir la bonne mise à disposition des factures. C'est un des défis d'avoir une donnée de base de qualité au niveau de nos clients, surtout, pour pouvoir leur adresser. Donc, on a des PayPal Directory, on aura demain l'annuaire pour PPF pour la France, et sans une identification rigoureuse de nos clients, à la fois nous ne pourrons pas leur envoyer nos factures et nous ne pouvons pas non plus nous sommes dans l'illégalité vis-à-vis de la réforme puisque tous les clients assujettis doivent recevoir leurs factures dématérialisées. Donc, il y a un vrai enjeu là derrière sur la qualité de la data. Le deuxième grand défi qu'on a dû relever, c'est vraiment qu'on a dû piloter un projet vraiment particulièrement agile. Et c'est vrai que sur des projets un petit peu de réforme fiscale, finance, on a l'habitude d'avoir des projets assez cadrés. On parle plus rarement de projets agiles puisque les règles sont bien définies, les outils sont bien rodés et en général, on n'est pas confronté à ces difficultés. Là, il faut voir que donc nos spécifications, les spécifications de la réforme sont évolutives, les cas d'usage pas toujours adressés, donc il faut être souple par rapport déjà à nos besoins, nos attentes, essayer de trouver des solutions de contournement en attendant que la réforme adresse nos besoins ou pas d'ailleurs, donc il faut être prêt à tout. Il y a une vraie dépendance au release de notre plateforme agréée et en fait, il faut se rendre compte qu'on avance tous en parallèle par rapport à la mise en œuvre de la réforme. Nos plateformes agréées ont peu de longueur d'avance par rapport à nos clients. Donc c'est une vraie particularité de ce programme, puisque il faut composer avec une plateforme qui est pas du tout complète, qui est en cours de complétude et qui avance au fur et à mesure des déploiements. Donc, il faut adapter nos jalons pour attendre la livraison dans une release future de notre PA. Donc, c'est un vrai défi, ça aussi, pour réussir notre déploiement. Et enfin, bien sûr qu'il fallait garantir la continuité du cash. Et ça, c'était la priorité, bien sûr, de notre direction et de notre groupe pour s'assurer que nos factures n'étaient pas perdues dans la nature, dans un réseau complètement abstrait et sans maîtrise. Donc, pour ça, on a anticipé ce risque de non-réception en mettant en place des tableaux de bord de monitoring, à la fois côté ERP vente, pour s'assurer que toutes les factures qui étaient émises par nos ERP arrivaient bien déjà sur notre plateforme agréée et ensuite étaient bien reçues par nos clients. Donc, pour s'assurer effectivement qu'il n'y avait pas de trou dans la raquette et qu'il n'y avait pas des factures qui restaient bloquées dans l'ensemble de notre arbre. Et donc, pour ça aussi, on a renforcé notre communication avec nos clients afin de nous assurer qu'ils avaient bien reçu nos factures et qu'ils étaient bien en capacité aussi de les lire. Donc, pour traiter ce format électronique et notamment avec la petite surprise du 15 décembre sur la Belgique, puisque l'autorisation, le délai supplémentaire a été accordé très tardivement. Donc, il a fallu être en capacité d'adresser finalement ce petit changement d'optique. Je vais maintenant laisser la parole du coup à Guillaume, qui va vous faire une synthèse des bonnes pratiques et puis avant de conclure. Merci Marianne. Effectivement, une synthèse qu'on a regroupée en 4 catégories. Alors, je ne vais pas repasser sur tous les points qui sont listés sur cette slide-là, parce que certains points ont déjà été discutés en amont par Géraldine, Marianne et moi. Je vais me concentrer sur les points qui sont surlignés. Le premier, concernant la catégorie stratégie de déploiement, on a eu un choix au moment du démarrage belge
de donner les clés du camion au métier, pas tout de suite, pas au 8 janvier, ou début janvier, comme tu le disais tout à l'heure, Géraldine. C'est-à-dire que la PA, l'administration de la PA, elle est restée aux mains de l'équipe projet pendant les 2 premiers mois et demi. Et ça nous a permis de regarder, entre guillemets, avec des flux de production, les erreurs éventuelles, de réajuster nos process, et de manière à pouvoir donner in fine les clés du camion au métier une fois qu'on avait pu voir les premiers canons passants et d'ajuster nos pratiques. On a vraiment eu un démarrage avec une transition progressive vers le métier. La deuxième catégorie, sur la partie anticipation et flexibilité, je vais insister sur 2 points. Je vais déroger à ma règle de parler uniquement sur ce qui est surligné, mais un point qui me semble important, et tu en as parlé juste avant, Marianne, c'est anticiper le chantier data. Je pense que vous l'avez compris, vous ne le découvrirez pas, la mise en qualité des données, elle est sur le chemin critique de la réforme. On doit intégrer des nouvelles informations pour nos clients sur le code d'adressage, pour envoyer des factures. On doit potentiellement faire une revue de notre base de données pour s'assurer qu'on a bien tous les identifiants, sirènes, numéro de TVA Intracom, etc. Et donc, il faut voir la data comme un projet dans le projet et commencer à adresser ce chantier-là au plus tôt. Le deuxième point qui concerne plus la partie anticipation, c'est de prévoir les cas d'usage futurs au maximum. Pour illustrer ce point-là, je vais donner un exemple concret côté SAP, ou 2 en l'occurrence. À date, par rapport au process de facturation de vente, les sociétés GL Event ne sont pas enregistrées à l'étranger d'un point de vue TVA. Pour autant, moi, dans le cadre de ma solution, j'ai déjà prévu ce cas-là de manière à éviter un redesign futur trop important. Comment je l'ai fait ? Au lieu de me baser sur la clé pays rattachée à la société, je suis vraiment allé chercher la partie pays au niveau du flux de documents, que ce soit pays de livraison et pays de réception associés au client. Et le deuxième exemple, c'est sur la gestion des remises, comme tu le disais tout à l'heure, Géraldine. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup à date dans SAP, c'est plutôt fait dans les autres SI métiers. Néanmoins, dans le calcul et l'envoi des montants, on a déjà prévu ce cas-là. Donc, si demain les pratiques changent, elles seront de facto prévues. Il faudra bien sûr les tester, mais on n'entraîne pas un redesign, entre guillemets, conséquent de la solution. Je passe à la troisième catégorie sur la partie communication et organisation. Je ne reviens pas sur les 2 premiers points, mais juste sur le dernier qui semble critique. On se concentre souvent sur le fait de se dire je mets en place une solution et je teste pour que ça marche, ce qui est bien. Par contre, ce qu'on a vu notamment avec les exemples que tu disais tout à l'heure, Géraldine, sur j'envoie ma facture, est-ce que mon client le reçoit ? On a eu le même cas côté achat, on a reçu des XML où, pour donner un exemple très concret, le numéro de poste était alphanumérique, ce qu'on n'aime pas bien côté SAP. Donc le point ici, c'est qu'on a vraiment pensé au canon passant. On a mis en place côté SAP des tuiles de monitoring pour détecter les erreurs au fil du process, pareil côté achat, et de manière à définir comment je capte l'erreur et qu'est-ce qu'on fait en cas d'erreur, qui intervient et comment on le fait. C'est vraiment, je pense, la partie monitoring et penser aux anomalies qui est critique. Et enfin, pour terminer, sur la dernière catégorie, c'est la partie test. Encore une fois, au-delà de tester que la solution marche, c'est une chose. De notre côté, on avait un triple objectif dans la phase de testing. Le premier, c'était de pouvoir tester massivement sans sursolliciter le métier. Le deuxième, c'était de pouvoir tester le périmètre dans sa totalité, à la fois le côté vente et le côté achat, de manière autonome. J'insiste sur le côté autonome. Et le dernier point, c'était, comme tu l'as précisé, Marianne, la réforme, elle évolue. Donc, il fallait qu'on reste flexible pour pouvoir s'adapter aux évolutions, soit de la réforme, soit des cas de gestion. Et pour ça, pour gérer ce triple objectif, on s'est appuyé sur 2 accélérateurs. Le premier, ça a été de mettre en place une table de statut interne entre SAP et le middleware, de manière à pouvoir modifier le statut et notifier auprès de Talent. Tu peux manger de cette facture à foison. Donc, je ne régénérais pas à chaque fois une commande client, une facture. On mettait juste le statut de cette table interne pour la repasser de nouveau à nouveau, c'est le cas de le dire, de manière à ce que Talent puisse la reconsommer et faire les évolutions à foison. Et puis le deuxième accélérateur, et je conclurai là-dessus, ça a été de s'appuyer sur une stratégie de test en testant d'abord des factures intersociétés pour pouvoir tester à la fois la partie vente et la partie achat. Donc on a facturé des sociétés groupes GL Event d'un point de vue vente qui nous ont généré l'XML, comme l'a expliqué Marianne, envoyé à l'APA qui nous a renvoyé un XML d'achat. Et donc on a pu tester vraiment le flux de bout en bout de manière autonome sans avoir à faire appel à un partenaire. Voilà les messages qu'on voulait vous passer, en tout cas de notre côté, par rapport à ce webinaire. On a un peu débordé, mais je crois qu'on a quelques questions. À minima, on va en regarder 2.
Une première question, je la lis à haute voix. Quelle est votre solution de contournement si un client n'est pas enregistré sur une PA? Je vais peut-être te donner la main, Marianne, pour répondre à cette question. Alors, sur la Belgique, donc ce qui a été mis en place, c'est que si le client donc n'est pas enregistré, on va avoir un statut d'erreur comme quoi la facture ne peut pas être remise sur PayPal. Et donc nous avons donc un process qui permet de récupérer, de télécharger, on va dire, le lisible PDF qui est généré par notre plateforme agréée et de l'envoyer par mail au client. Pour la France, il est prévu, alors je crois que c'est encore dans les mains de la AFNOR, mais il est prévu que un client qui n'a pas encore été référencé sur l'annuaire PPF avec une plateforme agréée valide, on puisse lui transmettre la facture par mail, en prouvant bien sûr qu'on a essayé de le faire au format structuré. Donc notre plateforme agréée attend la validation, la confirmation de l'AFNOR de ce process pour le mettre en œuvre. Et donc nous avons choisi de rendre obligatoire l'adresse email de facturation, même sur les factures réformes, afin que si notre client n'est pas encore en conformité avec la réforme, notre PA puisse quand même transmettre en automatique le mail avec le lisible. Merci Marianne. On est à 45 minutes. On va juste répondre très rapidement en 30 secondes à une dernière question concernant la mise à jour des référentiels. Je pense qu'elle est pour toi aussi, Marianne. Tu es notre référente question. Comment avez-vous procédé pour mettre à jour votre référentiel client et fournisseur pour récupérer les éléments nécessaires à la facturation? Est-ce que vous avez utilisé un outil particulier? Alors, chez GL Events, nous avons la chance d'avoir des référentiels depuis plusieurs années. Je pense maintenant peut-être une dizaine d'années, hein, Géraldine. Si c'est pas plus, ouais. Voilà. Donc, on avait déjà un référentiel client et fournisseur à la maille Sirette. Donc, bon choix, même si ça a été contraignant. Ces référentiels sont déjà branchés avec des outils de mise en qualité, donc avec du DQE. Et en fait, on a des écrans de clienteling qui permettent à nos opérationnels métiers de référencer leurs partenaires de manière qualifiée avec des appels DQE, donc très simple. Ils n'ont pas à retaper tous les codes sirène, sirette, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et pour l'adressage des factures, on a aussi prévu dans le projet de s'interfacer avec l'annuaire de la PPF via notre plateforme agréée qui nous donne les accès, enfin qui nous le met à disposition plutôt. Et donc, nous allons récupérer sur notre référentiel client les adresses invoicing valides déclarées sur l'annuaire PPF. Ce qui fait que là aussi, on aura une grande aide aux opérationnels qui facturent avec une liste d'adresses invoicing validées par le client à jour. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Marianne. On arrive à la fin de ce webinaire. Comme partagé, on a déjà répondu aux questions. Je vous remercie déjà de votre participation. Un replay sera disponible très rapidement qu'on vous partagera post-session. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci.